Bienvenue dans Construire l'Égypte ancienne. Construits en briques crues, les plus anciens bâtiments égyptiens n'étaient pas destinés à durer. Seuls les temples et les monuments funéraires avaient pour vocation de résister au temps. Pour ces édifices de première importance, les Égyptiens employaient du calcaire, du grès et des matériaux plus durs, tels que le granit, le quartzite et le travertin. Ces lourds blocs de pierre étaient si recherchés qu'ils étaient souvent acheminés depuis des carrières situées à des centaines de kilomètres. Le calcaire était très répandu sur la rive est du Nil et très facile à extraire. Ce calcaire contenait cependant des fossiles marins, ce qui le rendait difficile à décorer et à polir. Il était utilisé comme matériau de construction de base, le bâtiment recevant ensuite une finition en calcaire plus fin, poli et décoré en fonction des besoins. Le calcaire a été employé pour la construction des premières pyramides et de la plupart des édifices religieux de l'Ancien et du Moyen Empire. Les Égyptiens préféraient utiliser des socles rocheux sédimentaires ou des couches telles que du grès et du calcaire parce qu'il était plus facile d'en extraire la pierre. La méthode la plus courante était l'extraction à ciel ouvert. Les carriers cherchaient de la pierre de qualité, la taillaient et l'extraillaient sur place. Ces carrières permettaient à de nombreux ouvriers de travailler en même temps, ce qui augmentait la productivité. Les ouvriers traçaient un vaste carroyage sur le sol en veillant à conserver de l'espace entre les blocs. Ceux-ci séparaient les blocs et créaient une tranchée, facilitant le détachement du socle. Les carriers utilisaient des ciseaux en pierre pour la pierre dure et en bronze ou en cuivre pour la pierre plus tendre, comme le calcaire. En retirant de la matière entre les blocs, on dégageait une ligne de tranchée. Elle était parfois assez large pour accueillir un ouvrier qui taillait alors intégralement la pierre sur place. Pour les roches dures, telles que le granit, les ouvriers pratiquaient des trous et y enfonçaient des coins en bois. Ils mouillaient ensuite le bois pour le faire gonfler, ce qui fracturait la roche. La technique d'extraction en galerie était employée lorsque la roche souhaitée était recouverte de couches inutilisables. Cette méthode était souvent nécessaire pour extraire le calcaire blanc et fin utilisé pour les finitions. Les carriers commençaient par creuser pour atteindre le niveau de la roche désirée. Lorsqu'une paroi de pierre souhaitée était exposée, ils en détachaient de petits blocs. Cette fosse nécessitait une plateforme en pente. Conçue comme un escalier, elle permettait de libérer plusieurs galeries de blocs. Pour couper la pierre, ils créaient une faille longitudinale, puis taillaient la roche à 90 degrés. La partie inférieure était déterminée selon les couches géologiques ou en utilisant une coupe horizontale. Des morceaux de bois étaient enfoncés dans la pierre à coups de maillet, et les ondes de choc qu'ils provoquaient créaient des fractures. Pour conserver une certaine stabilité durant l'extraction, les ouvriers laissaient des sections de roche en place afin de garantir un soutien. Chaque carrière abritait des sanctuaires afin d'offrir une protection aux ouvriers. Serket, la déesse des scorpions, était considérée par les carriers comme une puissante divinité protectrice. Toutes les mines et carrières de l'Égypte ancienne avaient recours à un charmeur de scorpions, dont les pouvoirs magiques étaient censés éloigner ces dangereux arthropodes.
Bienvenue dans Ouvriers et Transports. L'État fournissait aux ouvriers logements et repas, que ceux-ci soient employés à la construction des pyramides ou dans les carrières. Les ouvriers des pyramides et des nécropoles royales étaient logés dans des villages permanents, tels que Der El Médine. Les ouvriers des carrières vivaient dans des logements temporaires. Des porteurs de sable chargés de préparer le gypse aux fabricants de briques, aux tailleurs de pierre qui s'occupaient des blocs, des ouvriers de toutes compétences étaient employés. Les architectes et ingénieurs travaillaient toute l'année, alors que la main-d'œuvre était souvent constituée de paysans qui travaillaient dans les carrières ou sur les chantiers pendant la saison de la crue du Nil. Les manœuvres, sans qualification et donc polyvalents, étaient chargés des travaux les plus durs. Beaucoup étaient des paysans qui se joignaient au chantier pendant la morte saison. Des hiéroglyphes découverts dans les villages d'ouvriers indiquent les appellations des différents postes. Les recherches archéologiques ont montré que la nourriture n'était pas préparée ou stockée sur place, mais que les ouvriers recevaient des rations importantes de pain, de bière et de viande. Ces rations étaient gérées par un intendant installé à l'extérieur du village. Des guérisseurs étaient également présents pour s'occuper des blessés. Certaines carrières étaient proches du Nil, mais d'autres se trouvaient dans le désert et exigeaient de longues expéditions. Ces expéditions étaient organisées par l'État. Elles nécessitaient une logistique considérable et des effectifs très importants. Pour le transport des blocs par voie de terre, les ouvriers étaient non seulement confrontés au poids, mais aussi au frottement. Pour y remédier, ils dégageaient une piste dans le sol. Cette voie était parfois renforcée par des traverses sur lesquelles les blocs étaient transportés en traîneau. Dans la mesure du possible, on faisait tomber les blocs d'une hauteur sur le traîneau. Les ouvriers versaient ensuite de l'eau ou de l'argile humide devant le traîneau pour rendre la surface glissante. Ce n'est qu'au Nouvel Empire que les hommes furent remplacés par des animaux de trait. À la saison des crues, le Nil était plus large et plus profond, ce qui permettait l'acheminement de charges plus lourdes et de plus grande taille. Pour les carrières proches du fleuve, on dégageait des passages pour conduire les pierres à la berge. Les ports et les quais fluviaux facilitaient le transport des matériaux et du ravitaillement. Les pierres étaient stockées dans des entrepôts afin d'être disponibles dès le début de la saison de navigation en hiver. Des papyrus de Wadi el-Jarf évoquent une cargaison de calcaire destinée à la pyramide de Khéops pesant 70 à 80 tonnes, c'est-à-dire 30 blocs. Un de ces papyrus contient les notes d'un contremaître de la Grande Pyramide. Elles décrivent le transport de blocs de calcaire de la carrière de Toura jusqu'au site de la pyramide. D'autres papyrus contiennent les journaux de bord de marins, naviguant en mer Rouge et sur le Nil. Un bateau transportait généralement une quinzaine de tonnes, ce qui représentait 6 ou 7 blocs. Pour les charges plus importantes, comme les obélisques et les statues géantes, on employait des bateaux plus grands. Ce sont souvent eux qui sont représentés sur les murs des temples. Le transport fluvial était le moyen le plus efficace d'acheminer les blocs de pierre de la carrière au chantier. Ils étaient transportés par différentes sortes de bateaux. L'illustration la plus précise d'un transport fluvial dépeint la barge de la reine Hatshepsut avec son escorte de bateaux. Bienvenue dans Agriculture et saison.
Si les oasis du désert étaient cultivées, la plupart des terres arables étaient en bordure du Nil. Les Égyptiens cultivaient 2 types de céréales, l'orge et une variété ancienne de blé appelée amidonier. Ces 2 ingrédients firent du pain et de la bière la base du régime alimentaire égyptien et une des clés majeures de son économie. Wow! L'époque ptolémaïque apporta de grands changements. Elle initia l'introduction de techniques agricoles et de nouvelles cultures telles que le riz, le blé dur et le millet perlé. L'augmentation considérable de la production agricole stimula l'économie du pays. Elle engendra une augmentation des capacités de stockage et de transport, ce qui facilita les échanges avec des régions lointaines. Wow! Les rations de pain et de bière faisaient partie d'un système de paiement en nature. C'est sous cette forme que l'État payait les ouvriers des carrières et des chantiers. La bière était si importante aux yeux des Égyptiens qu'il existait une déesse du brassage, Ténénet. Ténénet est représentée sur de nombreuses peintures et sculptures. Le brassage était essentiellement une activité féminine. Wow! Afin d'accroître la production agricole, les terres fertiles furent divisées en lots et l'on encouragea la formation de vastes villages agricoles. Les plus grands propriétaires terriens étaient l'État et les temples. Selon les régions, les terres étaient gérées par des fonctionnaires ou louées à des individus. Les anciens Égyptiens utilisaient des outils rudimentaires. Le sol était brisé à la houe, puis des sillons étaient créés à l'arrière. Wow! Les 3 saisons, connues sous le nom d'Aket, Péret et Chémou, reflétaient les différentes phases du processus agricole et les fluctuations naturelles du fleuve. Aket, la saison de la crue, commençait en juillet, avec l'apparition de Sirius dans le ciel. Péret était l'époque où les terres étaient cultivées, labourées et semées, sur la période courant d'octobre à novembre. Chémou, de mai à septembre, était la période des récoltes et de la perception de l'impôt. Wow! Wow! Le devoir du pharaon était de veiller sur son peuple et de maintenir l'ordre face au chaos. Les prêtres et les gouverneurs locaux tenaient eux aussi à apparaître comme des protecteurs du peuple. Malheureusement, des variations dans le débit du fleuve pouvaient entraîner une pénurie d'eau, ce qui avait des conséquences tragiques sur les récoltes de blé et d'orge. Le pharaon, les fonctionnaires et les prêtres savaient qu'ils devaient prouver leur capacité à éviter l'occurrence de tels désastres. Ils inventèrent donc l'histoire qui fut gravée sur la stèle de la famine. Wow! Elle débute alors que le pharaon s'inquiète pour son peuple. Le Nil n'avait pas fourni de crue depuis plusieurs années et la famine régnait. Djéser voulut alors s'adresser à Khnoum, dieu protecteur de la région, l'entité à l'origine de la sécheresse. Djéser fit des offrandes aux dieux et ordonna à ses prêtres de restaurer le temple de Khnoum. Ces offrandes plurent aux dieux, qui firent revenir les crues. Ce récit mettait en avant l'importance de la divinité dans la vie de chacun, mais soulignait aussi le rôle crucial des prêtres et du roi
pour la protection et la survie alimentaire de la population. Wow. Bienvenue dans l'agriculture dans l'Égypte ancienne. Les nouveaux types de grains, cultivés à l'époque ptolémaïque, exigeaient beaucoup d'eau. Les paysans devaient donc disposer d'une irrigation permanente et efficace. La crue et la décrue du Nil irriguaient naturellement la plupart des cultures. Les endroits qui n'étaient pas recouverts par ces eaux, comme les jardins et les potagers, nécessitaient un outil d'irrigation appelé chadouf. Le chadouf permettait de transvaser l'eau. Composé d'un long bras pivotant et d'une outre, il pouvait être facilement soulevé et abaissé. La sakia, la roue à eau, est d'invention plus récente. Sa rotation était assurée par des animaux et plongeait des récipients dans l'eau. Elle pouvait amener l'eau à une hauteur de 3,50 m et permettait un excellent contrôle de l'irrigation. Cette amélioration a permis d'irriguer des zones plus vastes et donc d'améliorer le rendement des récoltes. Le battage permettait de séparer le grain du son. Les paysans déposaient les épis sur le sol, où ils étaient piétinés par des bovins ou des ânes. On prenait bien sûr la précaution de déplacer en permanence les animaux afin qu'ils n'aient pas le temps de manger le grain. Le son et la paille étaient emportés par le vent ou récupérés pour être mêlés à l'argile et renforcer les briques au cours de leur fabrication. L'étape suivante était le vannage. Les paysans utilisaient des sortes de louches pour lancer les épis dans les airs. Le vent emportait le son et les graines plus lourdes retombaient par terre. On renouvelait l'opération jusqu'à disparition des éléments indésirables. Les déchets étaient mélangés à du fumier ou à d'autres rejets organiques pour produire des blocs utilisés comme combustible. Des sortes de moules permettaient de fabriquer en série ce sous-produit, ce qui témoigne aujourd'hui de son usage répandu. Le transport de grandes quantités de grains nécessitait des embarcations capables de charger de lourdes cargaisons. Ces marchandises étaient acheminées à la saison des crues, lorsque le Nil était assez profond pour de gros bateaux. Ces bateaux étaient contraints de s'arrêter régulièrement pour des contrôles douaniers, et n'en repartaient que si l'état du fleuve le permettait. Lorsqu'il atteignait le port fluvial d'Alexandrie, le blé était déchargé sous le contrôle d'un fonctionnaire affecté à cette tâche. Une partie de la cargaison était acheminée au marché d'Alexandrie. Le reste était exporté ou stocké dans des entrepôts. Il existait des entrepôts de grains à travers toute l'Égypte. Les temples et institutions d'État disposaient de vastes silos et les maisons individuelles le stockaient dans des granges. Dans certaines habitations, des caves voûtées avaient été construites dans les fondations. Ces espaces étanches étaient accessibles par une trappe depuis le rez-de-chaussée. Les greniers royaux faisaient office d'entrepôts et de sites de distribution et géraient le paiement en nature des fonctionnaires, des soldats et des forces de l'ordre. Si leurs parois étaient recouvertes d'un enduit, les silos n'étaient pas parfaitement clos et se retrouvaient parfois envahis par des rongeurs. Lorsque venait le moment de préparer le grain, on le versait dans des récipients pour le moudre en une farine grossière.
Cette farine était ensuite tamisée avant d'être de nouveau moulue entre des pierres. Les Égyptiens de l'Antiquité ne stockaient pas la farine. On moulait une certaine quantité de grains en fonction des besoins en farine. Les tamis utilisés par les Égyptiens ne retenaient pas le sable ni les petits fragments de pierre. La farine en contenait souvent, ce qui usait les dents de tous, riches comme pauvres. Bienvenue dans les animaux domestiques de l'Égypte ancienne. Wow, wow. L'agriculture et l'élevage remontent à quelques 6000 ans. Les archéologues ont retrouvé des traces de bovins, d'ânes, de porcs et de chiens. On pense que les dromadaires ont été apportés par les Perses lorsqu'ils ont envahi le pays. Les animaux familiers étaient très appréciés dans l'Égypte ancienne. De nombreuses illustrations présentent des enfants accompagnés d'un animal. Wow. L'un des animaux les plus emblématiques de l'Égypte, le chat, n'est apparu dans la vie quotidienne qu'au Moyen Empire. Leur talent pour éliminer les serpents et les rongeurs a justifié la présence des chats à toutes les époques. Mais ils ne sont devenus des animaux familiers qu'au Moyen Empire. Le prince Thoutmôsis, fils d'Amenhotep III, a fait inhumer son chat Tamiyou dans son propre sarcophage. Wow. Les plus anciennes références à des chiens remontent à 5000 ans avant notre ère. C'étaient des animaux appréciés qui aidaient les chasseurs et protégeaient les troupeaux. Ils étaient étroitement associés à Anubis, le dieu à tête de chacal. Les animaux familiers comprenaient aussi des singes, dont des babouins, et des faucons. Ils étaient embaumés et inhumés avec autant de cérémonie que les membres humains de la famille. Bienvenue dans la médecine dans l'Égypte ancienne. On a trouvé des traces de soins médicaux sur les momies, et les Égyptiens de l'Antiquité ont laissé de nombreux textes couvrant aussi bien le diagnostic que le traitement. L'une des plus anciennes études chirurgicales connues est celle du papyrus d'Edwin Smith. C'est l'un des premiers documents à établir un lien entre le cerveau et les fonctions cognitives. Il cite notamment des cas de complications oculaires et de paralysie provoquées par un trauma crânien. Le marbre de Memphis, traité au vinaigre, était utilisé comme anesthésiant. Autre document de ce type, le papyrus médical d'Ebers est un rouleau de plus de 20 mètres sur 30 cm. Il détaille le traitement de 48 cas chirurgicaux et contient 877 paragraphes décrivant diverses maladies. Au-delà des approches scientifiques factuelles, ce papyrus renferme plus de 700 formules magiques et incantations pour repousser les démons et les maladies. Ceci montre à quel point les Égyptiens étaient attachés à un équilibre harmonieux entre science et religion. Les remèdes relevaient de la médecine et étaient de la responsabilité des médecins et des prêtres. Les médecins de village exerçaient souvent un autre métier au-delà des soins et de la préparation des remèdes. Un traitement contre la cécité était composé de miel fermenté, d'ocre et de kohl. Il a des fondements scientifiques. Le miel est un antiseptique et l'ocre réduit le gonflement. Mais ce savoir ne suffisait pas toujours.
Ramsès II est mort d'une infection due à un abcès dentaire.